أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve suite à l'invitation de nos frères de la ligne dans le nord à Lille. Et malheureusement, nous n'avons pas pu passer par leur page Facebook. Et donc, je me permets de passer par la page de la Maison de la Paix. Et ils partageront, Inch'Allah, avec nos frères et sœurs qui nous suivront de là-bas. Et bien entendu, tous ceux et celles qui veulent bien nous suivre et les amis de la Maison de la Paix. Alors, on m'a demandé de traiter un sujet qui concerne la nutrition et santé globalement, avec bien entendu des applications sur le mois de Ramadan. J'avais déjà commencé avec eux et dans d'autres occasions d'aborder cette question sur le plan pratique, comment on conçoit le repas de suhour du matin, comment on mange, on conçoit la rupture du jeûne, qu'est-ce qu'il faut manger, il ne faut pas manger, et s'hydrater. Tous ces éléments, on les a abordés la dernière fois. Et bien entendu également, on avait parlé comment stimuler notre système immunitaire pendant cette période de pandémie pour nous permettre de se prévenir face à ce risque, notamment par des conseils et des recommandations nutritionnelles. Alors aujourd'hui, je vais pouvoir, Inch'Allah, passer à un autre élément pour répondre à un certain nombre des questions que on m'a fait parvenir de ceux qui ont suivi la dernière fois et pour aller, Inch'Allah, plus loin. Ce qu'il faut peut-être rappeler, mes frères et sœurs, quand on parle de l'alimentation globalement, le lien avec notre état de santé, pour vous donner une idée là-dessus, même si tout le monde le sait, et puis personne ne se doute aujourd'hui, enfin, je pense, personne ne se doute du lien qu'il y a entre notre alimentation et notre état de santé. Mais pour vous donner une idée à titre indicatif, on s'est amusé un petit peu à calculer la quantité alimentaire que quelqu'un, une personne par exemple de 65 ans, mange pendant ces années-là. Et donc sur 65 années, nous mangeons à peu près 70 000 repas. Si on prend 3 repas par jour, hein, donc on ne compte pas le goûter, on ne compte pas une collation le matin. Sur la base de 3 repas par jour, on mange à peu près 70 000 repas sur 65 ans. Et ce qui correspond à peu près en moyenne à 50 tonnes d'aliments. 50 000 kilogrammes de produits alimentaires. Alors, c'est énorme. Tout cela passe par la bouche, tout cela se retrouve dans notre petit estomac. Au fur et à mesure des années, tout cela va se retrouver dans notre tube digestif. Et bien entendu, une bonne partie normalement va être absorbée et se retrouve dans nos différents organes. Et puis une petite partie de tout cela se retrouve éliminée par les selles. Donc, il va de soi, quand on le décrit comme ça, ces tonnes d'aliments vont avoir un effet. Ça ne peut pas passer inaperçu. Il va y avoir un effet qu'on qualifie d'effet cumulatif. C'est-à-dire ce que j'ai mangé pendant que j'étais dans le ventre de ma mère. Ça peut choquer. Ce que nous avons mangé déjà dans le ventre de nos mamans, en fait, ce que maman mangeait, se retrouve dans notre petit corps qui se constituait déjà. Ce que maman mange pendant l'allaitement se retrouve dans notre corps. Et ce que nous mangeons au fur et à mesure de notre vie va constituer notre corps et bien entendu l'état de santé. Et tout cela va impacter le devenir de notre santé quand on va devenir par la suite adulte à partir de 40 ans. Alors ça peut arriver qu'il y ait des perturbations, des dysfonctionnements, des maladies, etc., qui peuvent apparaître quand on est jeune,
mais globalement, souvent, à partir de la quarantaine, où c'est là l'hypertension va commencer, peut-être un peu plus tard le diabète de type 2, malheureusement certains cancers, etc., etc. Donc on voit déjà à partir de là un lien direct entre ce que nous mangeons et vraiment très 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 tôt dans notre constitution, fétale déjà, embryonnaire, et jusqu'à la fin de notre existence, ce lien intime, je dirais, ce lien étroit entre notre assiette et ce que nous sommes. Voilà. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai comment elle est, comment elle sera ton état de santé. Alors ne me dites pas, oui, mais j'ai un voisin boucher qui a toujours mangé du gras, il a maintenant 70 ans, il n'a rien eu. À toute règle, il y a des exceptions et on ne peut pas, j'allais dire, monter nos règles et nos recommandations sur des cas exceptionnels. Il peut y avoir parfois un terrain héréditaire solide, il peut y avoir également on va dire, vous voyez, vous, qu'il mange du gras, mais peut-être à côté, il mange beaucoup d'aliments protecteurs, etc. Donc, je ne parle pas des exceptions, je parle des règles générales, je parle de la population et ce que nous appelons la santé publique, la santé des populations globalement. Alors, ceci dit, on va donc aller un peu plus loin. Ce que nous mangeons dans notre assiette est composé de l'énergie, ça veut dire le gras, ça veut dire les glucides, le sucre, et bien entendu des protéines. Ce que nous appelons les macronutriments, on les mange en quantité plutôt importante, plus de la moitié de ce que nous mangeons, 55%, basé sur les glucides, à peu près 15% des protéines, et le reste, c'est-à-dire 35%, plus ou moins, du gras. Et ces trois sources nutritionnelles vont nous apporter les calories nécessaires qui nous permettent de bouger, qui vont nous permettre de produire de l'activité, toutes sortes d'activités, et qui vont permettre à mon corps et mon cœur, par exemple, de battre 24 heures sur 24, à mon cerveau de travailler, etc. Ces sources énergétiques sont obligatoires. Personne ne peut dire aujourd'hui je peux vivre sans glucides, sans gras, sans protéines. Et je vais prendre uniquement des vitamines. Et je vais prendre uniquement des cachets des minéraux, des oligo-éléments, quels qu'ils soient. C'est pas viable. Donc obligatoirement, on doit prendre de l'énergie. Il se trouve que, alors, monsieur tout le monde, quand on est en bonne santé, il faut manger du tout, de toutes sortes d'aliments, d'une manière bien entendu équilibrée et diversifiée. Ça, c'est la règle générale. Quand on est malade ou en situation physiologique particulière, sportif par exemple, femme enceinte, femme allaitante, ils ne sont pas malades, c'est la femme enceinte ou allaitante ou le sportif, et bien d'autres cas, mais ils ont une situation physiologique spécifique qui exige certaines recommandations particulières par rapport à leur situation. La femme enceinte, par exemple, doit prendre de la vitamine B9, l'acide folique. Il faut qu'elle soit... Alors, au niveau alimentaire, il faut augmenter les apports de l'acide folique, certes, mais souvent c'est vraiment très insuffisant et on lui donne un supplément. Il faut qu'elle prenne par exemple un peu plus d'iode, un peu plus du calcium bien entendu, etc. Ou bien on est en situation pathologique, on a telle ou telle maladie et en fonction de notre maladie, on va pouvoir adapter notre alimentation à travers une diététique ou un régime alimentaire pour hypertendu, un régime alimentaire pour diabétique, un régime alimentaire pour insuffisant rénal. Voilà, en fonction de la pathologie, on a tel ou tel type de régime à concevoir, à mettre en place. Voilà donc les trois, on va dire, situations. Et puis, il y a la quatrième situation. Donc, je répète pour que je sois un peu plus clair. Quand on est en bonne santé, il faut manger du tout équilibré, diversifié. Quand on est en situation physiologique particulière, il faut adapter notre mode alimentaire en fonction de nos besoins. Troisièmement, quand on est malade, là aussi, on a des régimes spécifiques en fonction de notre maladie.
Et puis, la quatrième situation, quand on suit un régime amaigrissant. Donc, quand on cherche ou un régime spécifique, hein, cétogène, j'ai eu des questions là-dessus, je reviendrai, le régime du camp, enfin, et bien d'autres régimes hyperprotéinés, etc., qui vont, hein, enfin, celui qui cherche à suivre ces régimes a l'objectif de perdre du poids souvent. Dans ce cas-là, particulièrement, quand on cherche à perdre du poids, il faut faire vraiment très attention. Alors, on baisse les calories, parce que souvent, ce sont les calories qui vont nous permettre de stocker du gras, alors que ce soit des calories gras, donc que nous mangeons, ou des glucides. C'est rare que les protéines, au contraire, quand on mange plus de protéines, cela va au contraire mobiliser l'énergie ou le stock lipidique que nous avons. C'est pour cela, c'est vrai que le régime hyperprotéiné peut marcher pour maigrir, sauf que il faut faire très attention. Beaucoup de protéines pendant de longues durées peut nuire à la fonction rénale parce que ça produit des déchets azotés, l'urée par exemple, et à force, ça fatigue les reins. Et de même chez les sportives, hein, les sportives qui vont prendre des régimes hyperprotéinés pour se faire muscler, et ben, si l'on prenne pendant de longues durées, l'idéal c'est 3 mois fois 2, mais pas plus. On ne va pas se passer notre vie à prendre des régimes hyperprotéinés pour garder nos muscles volumineux. C'est très dangereux. Il faut mieux les entretenir par de l'activité physique et sportive et éviter de prendre ces régimes ou ces compléments hyperprotéinés très longtemps. Donc, effectivement, dans ce cas-là, et pendant une durée bien limitée, on peut effectivement faire des régimes réduits en calories, riches en protéines, comme je l'ai dit, et parfois, c'est le régime cétogène qui est réduit en glucides particulièrement et très riche, je dirais à mon sens et à mon goût, trop riche en gras. À peu près 80% des apports énergétiques pour le régime cétogène sont apportés sous forme des lipides. Alors, pour permettre, Inch'Allah, de passer et répondre aux questions des frères et sœurs, notamment sur ce type de régime, pour leur dire la chose suivante, pourquoi pas faire ce type de régime, mais attention. Alors, moi, je ne suis pas fan des régimes, sincèrement. De ces régimes un peu spécifiques, excessifs. Si vous voulez mon avis, le meilleur de régime, c'est de réduire l'apport calorique sous forme de glucides et de lipides, notamment les gras saturés en quantité, d'accord, et en qualité, hein, c'est des saturés qu'on trouve dans les viandes, globalement, dans le gras, qu'on peut trouver dans certaines huiles, dans le beurre, crème fraîche, etc., qu'on peut trouver même dans du croissant. Hein. Les croissants sont riches en gras et bien entendu en sucre, dans les pâtisseries globalement. On va trouver ce type de gras. Il faut le baisser, ça c'est dans l'idéal. Et il faut baisser le sucre simple ou le sucre rapide qu'on trouve dans beaucoup de produits de grignotage également. Et de manger surtout des fruits et légumes, du poisson, et s'il faut de la viande, ça serait la viande du veau, qui est moins gras que le reste des viandes rouges, ou du poulet, qui est aussi moins gras. Attention à la peau du poulet, même si ça peut paraître bon quand c'est grillé ou rôti, mais c'est très mauvais pour notre santé parce que la peau du poulet est trop gras, donc il faut le supprimer. Un régime conçu de cette manière, avec de l'activité physique, nous permettra de perdre du poids avec une bonne volonté et de la persévérance. Maintenant, si on n'arrive pas, c'est possible, et on veut aller vers des régimes un peu excessifs, comme je disais tout à l'heure, soit hyperprotéinés où on prend beaucoup de protéines, il faut toujours un contrôle médical, mes frères et sœurs. Ou on veut prendre trop de gras et on est dans le régime cétogène. Ça peut marcher et ça marche. Ça marche, bien entendu, ça marche. Mais l'objectif, c'est quoi derrière ces types de régimes? Est-ce que vous pouvez concevoir votre vie
uniquement à suivre ce régime hyperprotéiné ou cétogène pendant de longues années. C'est pas viable. Ça peut marcher pendant une année, hein, plus ou moins, et je perds mes 10 kilos, peut-être mes 20 kilos, c'est tout à fait possible, hein. Je ne dis pas que c'est pas possible. Toute la question, comment maintenir la perte du poids? Comment maintenir la perte du poids par la suite et retrouver une alimentation normale? Parce que vous n'allez pas passer votre vie à manger trop de gras. Sinon, vous êtes assuré d'une pathologie cardiovasculaire, d'une athérosclérose. Vous allez boucher un jour pardon, vos coronaires cardiaques. Peut-être qu'Allah nous en préserve et vous préserve. Nos petits capillaires et vaisseaux cérébraux. Et un AVC, ça finira par ça si on répète plusieurs fois ce type de régime cétogène et prendre trop de gras. Parce qu'après tout, la santé n'est pas uniquement un poids faible ou un poids, on va dire, modéré. Certes, c'est important d'avoir un poids correct, mais ce n'est pas tout. Derrière ces régimes amaigrissants, il faut savoir qu'est-ce qu'on mange. Il y a ce qu'on appelle l'impact métabolique. Si vous prenez, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de protéines, il y a un impact sur les fonctions rénales. Vous allez finir par bousiller vos reins si c'est trop prolongé. Si vous faites un régime cétogène, trop de gras, ben vous finissez par bousiller, par nuire à votre foie, parce que vous risquez de faire une stéatose hépatique. Le gras que nous mangeons, le triglycéride que nous mangeons, va se stocker dans le foie et fera une fibrose, fera peut-être une cirrhose hépatique avec le temps. Non alcoolique, attention, hein, la cirrhose n'est pas que alcoolique. Elle peut être tout à fait d'origine alimentaire et surtout si on mange trop de gras ou certains types de sucre, effectivement. Ou bien on bouche nos vaisseaux, hein, à cause d'un régime cétogène prolongé. Donc, prudence, 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 et toujours un avis médical, un suivi médical. Ne faites pas cela en suivant ce qu'on raconte sur le net. Alors, comment faire pour la personne qui a demandé si je dois reprendre une alimentation normale? Et il faut reprendre à un moment donné une alimentation normale après la perte du poids. Eh bien, il faut revenir à une alimentation normale progressivement. C'est-à-dire réduire le gras que vous preniez, surtout certains types de gras, et augmenter l'apport en glucides, et particulièrement le glucide lent, que normalement on doit le manger, les féculents. Une des questions qui m'est parvenue sur les féculents. Les féculents sont importants comme source énergétique. C'est une source de glucides lents que le sportif prend la veille d'une compétition, c'est-à-dire les pâtes, c'est-à-dire des semoules, et c'est magnifique, hein, dans nos repas du mois de Ramadan, le matin au suhour, j'en ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire des riz, enfin du riz, pardon, etc. Et tout cela va nous permettre, les pommes de terre, et surtout s'ils sont mangés froids. C'est-à-dire, je les cuis, je ne vais pas répéter ce que j'avais dit la dernière fois pour ne pas perdre du temps. Si on mange les féculents après les avoir cuits, donc ils sont chauds, si je les mange chaudes, ça se digère très bien et même rapidement. Je vais avoir de l'énergie rapide. Mais si je laisse cela se refroidir et je les mange en salade, par exemple, eh ben, je vais retrouver une digestion lente et c'est hyper intéressant pour le diabète de type 2 ou même pour avoir de l'énergie lente qui arrive. Et donc, vous faites comme cela, Inch'Allah. Vous réduisez vos apports en gras progressivement et vous augmentez progressivement les apports en glucides lents, les céréales et petit à petit, bien entendu, des légumes et des fruits, une banane, une pomme, une poire, des agrumes, etc. Vous éviterez dans un premier temps les fruits qui sont, je dirais, trop sucrés, comme les cerises, comme les raisins, les figues, etc. Ceci dit, on peut partir pour des fruits secs qui sont riches en fibres alimentaires et qui sont riches aussi en pas mal de micronutriments et qui sont très intéressants, comme je l'ai dit la dernière fois, pendant le repas de suhour pour nous permettre d'avoir aussi cette énergie lente et pas mal de vitamines pour booster notre fonctionnement.
Voilà donc ces premiers conseils pour retrouver un régime normal après la perte du poids par régime cétogène ou par tout autre régime. Un autre conseil, mes frères et sœurs, pour maintenir la perte du poids, parce que c'est ça le plus difficile, et je le répète, ne pas tomber dans un comment dirais-je, euh, un système ou une attitude corporelle, un poids corporel en sous forme de yo-yo, comme on dit. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et vous allez finir par vous avoir des soucis cardiaques. Si on perd du poids, on reprend, on perd du poids, on reprend. Donc il faut stabiliser. Le deuxième conseil pour stabiliser après une reprise alimentaire intelligente, progressive et bien réfléchie, c'est l'activité physique. Je dirais activité sportive même. Alors quand on dit activité sportive, je m'adresse à mes frères et sœurs qui se méfient, qui ont une certaine idée a priori de l'activité sportive. Ça ne veut pas dire d'aller faire le tour d'un terrain de foot 10 fois. C'est pas ça l'activité sportive. Ça, elle est intensive et parfois elle n'est pas très, très bonne quand elle est trop intensive comme ça. Surtout en période de Covid-19, quand on fait une activité sportive très intense, ça diminue l'efficacité du système immunitaire. On rentre dans un système d'oxydation. Je ne vais pas donner des détails. Quand on fait au contraire une activité physique sportive modérée, 30 minutes par jour, mon vélo à domicile, hein, ou j'irai faire un petit jogging dans un forêt quand on peut, hein, ou dans mon jardin, etc. J'ai mon voisin qui a un beau jardin, qui fait du vélo, le vélo, hein, il se déplace en vélo dans son jardin quand on ne peut pas sortir parce que pour n'importe quelle raison. Si ce n'est pas le vélo, un tapis roulant qu'on peut avoir chez soi. Si ce n'est pas le tapis roulant, c'est de mouvement gymnastique. Voilà, faites hein, de l'activité physique, ne restez pas sédentaire. Et quand on peut, et on a les moyens d'augmenter, voilà, d'aller faire un jogging ou utiliser vraiment un vrai vélo à domicile, etc., c'est l'idéal. Hein. Pour maintenir la perte du poids, il faut le faire jusqu'à 1 heure par jour. Demi-heure, c'est très bien une demi-heure. Et peut-être dans une première partie de la reprise alimentaire, parce que plus on fait cette activité physique, on va brûler l'excès. Enfin, l'excès, entre guillemets, l'excès, parce qu'on reprend à manger des glucides. Et pour éviter à mon corps de stocker ces glucides-là, ben, je vais les brûler par l'activité physique et l'activité sportive, en réduisant l'apport en gras. Malheureusement, si on ne fait pas une activité physique et si on ne fait pas attention sur l'équilibre alimentaire après un régime amaigrissant, on risque de prendre du poids. Ça, notre corps fonctionne comme ça. On le prive pendant 6 mois, pendant 1 an, il n'est pas content, il est fâché si vous voulez. Et une fois je reprends, il va tout chercher à tout prendre, à tout stocker, épargner, comme on dit. Sauf si on le pousse et on le force par une activité physique et sportive modérée, encore une fois, à dépenser tout en raisonnant notre alimentation. Voilà mes frères et sœurs, pour répondre à ces quelques questions qui me sont arrivées. Alors une autre question sur comment faire suite à une maladie, c'est-à-dire il y a un régime pendant le mois de Ramadan, c'était la question, ou après la perte du poids. J'ai envie de dire le mois de Ramadan est le bienvenu. Alhamdulillah, Allah nous a permis de l'avoir 1 fois par an, mais aussi des jeûnes prophétiques 2 fois par semaine et 3 jours par mois. L'école du jeûne, je vous assure mes frères et sœurs, allez voir, si vous avez le temps sur les différents sites sérieux, le même effet cétogène, du régime cétogène, on peut l'obtenir par un jeûne bien fait. Par un jeûne bien fait, 2 jours par semaine, 3 jours par mois, c'est ça la médecine prophétique, et 1 mois par an, sans exagérer le soir quand on va faire la rupture du jeûne, et sans exagérer non plus le matin, on peut perdre du poids. On peut perdre du poids sur l'année, bien entendu. Le jeûne intermittent, vous en avez entendu parler, où on jeûne 16 heures,
C'est ce que nous faisons. Nous le faisons dans la journée. Le jeûne intermittent, souvent les gens le font en fin de journée, la nuit jusqu'au lendemain matin. Le jeûne intermittent, c'est un jeûne thérapeutique scientifique qui peut être prescrit dans certains centres thérapeutiques. Parce que c'est plus simple de jeûner plutôt le soir, la nuit, quand les gens dorment. Ils ne sentent pas la faim. Et puis le lendemain matin, à 8 heures, vont manger. Donc ça fait de 16 heures à 8 heures à peu près. Voilà, à peu près 16 heures. On peut s'adapter comme on veut. Et dans la journée, ils mangent. Ceux qui font le jeûne intermittent. Mais notre jeûne islamique, c'est pareil. S'il est bien fait, si on respecte les règles, si on ne fait pas un festin tous les soirs, pardonnez-moi, voilà, etc. Euh, donc, oui, on peut tout à fait jeûner après un régime qui nous a permis de perdre du poids. Par contre, si on est malade et on a suivi un régime pathologique, c'est-à-dire dans le sens de prise en charge des maladies, ça, il faut voir votre médecin. Je ne peux pas vous dire comme ça généralement, en fonction de la pathologie qui a exigé un régime alimentaire particulier. Je peux vous donner l'hypertension artérielle, si elle est bien contrôlée, on vous dit qu'il faut manger peu de sel, il n'y a aucun problème de jeûner et vous mangerez moins salé. Il n'y a pas de souci. Diabète type 2, s'il est bien aussi équilibré, attention sur le terme équilibré, on peut jeûner, mais il faut surveiller notre glycémie. Et on suit notre régime pour diabétiques en mangeant par exemple un peu plus de protéines et un peu plus de glucides lents. Comme je vous ai dit, les féculents plutôt froids, et ça passe, etc., etc. Je ne peux pas vous donner trop de détails, on n'a pas le temps nécessaire à cela. Voilà, si je me rappelle les quelques questions qui me sont parvenues, que je voulais donc aborder avec vous aujourd'hui. Et peut-être pour terminer, mes frères et sœurs, pour aujourd'hui, en revenant sur ces 10 derniers jours qu'Allah nous a permis d'atteindre et leur, bien sûr, importance, valeur spirituelle. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un discours spirituel, ça sera peut-être pour une autre occasion, et mes frères et sœurs qui interviennent régulièrement, alhamdoulilah, ont fait et feront aussi le nécessaire. Mais sur un volet nutritionnel et alimentaire, vous savez, nos apports alimentaires doivent être à la hauteur de l'effort que nous donnons. Et nous arrivons au dernier 100 mètres, si je peux m'exprimer ainsi, de notre marathon, de ce sprint du mois de Ramadan. Et c'est là où on doit faire beaucoup d'efforts, on doit veiller, Inch'Allah, pour ceux qui peuvent et la santé le permet, les nuits impaires particulièrement. Et pour avoir la valeur de la nuit de destin que 1000 mois, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, bah, ça nécessite une bonne alimentation. Une bonne alimentation, bien sûr le matin pour la journée du jeûne, mais aussi à la rupture. Et je vous conseille fortement de ne pas trop manger à la rupture du jeûne et quand on décide de veiller la nuit, j'allais dire, essayer de manger tant qu'on est réveillé. Ça ne s'appelle pas grignotage, spécialement pendant une nuit où on veille parce qu'on produit de l'effort, on est en état de prière, on est en état de lecture du Coran, etc. Et faites en sorte, bien sûr, de manger correctement en choisissant les bons aliments. On peut tout à fait se faire plaisir. Et surtout que quand on s'est fait plaisir par rapport à certains aliments bons, agréables, ça nous met en état d'éveil. Ça nous pousse à rester éveillés toute la nuit. Bien sûr, les fruits particulièrement riches en vitamine C, ça nous aide à rester éveillés et à avoir, j'allais dire, une stimulation de notre fonctionnement corporel pour pouvoir bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On prend des forces pour adorer Allah comme il se doit durant ces derniers jours et ces nuits impaires, à travers notre alimentation, à travers une petite activité physique. Alors, alhamdoulilah, les rak'at, la prière, avec le mouvement de la prière, ça nous permet de faire une certaine activité. Mais sinon, on peut faire, si on a un vélo à domicile, ça booste notre fonctionnement une petite demi-heure, un bon quart d'heure
voilà, et ça nous donne de la force, même dans la nuit, si on a envie de faire une pause. Et puis, je suis persuadé, certains sont en train de me dire, et alors le café, est-ce qu'on peut prendre du café pour rester éveillé? Pourquoi pas? On peut prendre, mais soyez vraiment modérés. Soyez, je dirais, faites attention, parce que trop de café, c'est pas bon pour la tension artérielle et notre cœur. Et trop de café qu'on prend dans la nuit pour rester éveillé, ça, c'est un diurétique, hein. C'est très connu, le café, comme diurétique, va nous pousser à éliminer pas mal d'eau le lendemain et on risque d'avoir le lendemain soif. Donc oui, au début de la nuit, si on veut prendre du café, au plus tard à minuit, mais ne prenez pas de café à 3 heures, 4 heures du matin, ou vraiment un petit peu. Maintenant, vous pouvez me dire, mon corps ne ressent plus le café. Oui, le corps par rapport au sommeil ne sent plus le café, mais votre corps, normalement, vos reins, les reins, sentiront toujours la caféine et stimuleront l'élimination de l'eau, hein, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'y a pas une adaptation diurétique, j'allais dire, quand on prend surtout des grandes quantités de ce type de boissons. Voilà, voilà, mangez bien, mangez équilibré, mangez de tout, faites-vous plaisir et profitez du mois de Ramadan pour aussi, j'allais dire, rester en forme. Stimuler votre système immunitaire. Revenez sur mes précédentes interventions, comment on stimule notre système immunitaire par le jeûne et par certains aliments. Barakallahu fikum. Taqabballah minamakum. Alors, peut-être, je vais me faire un peu de pub pour ceux qui ne savent peut-être pas encore. Vous trouverez tous ces conseils et bien d'autres dans un livre que j'ai écrit avec deux sœurs diététiciennes, La nutrition en islam, édition Nour à Paris. Donc, vous pouvez vous en procurer, Inch'Allah. Et puis voilà, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur ce livre, vous pouvez me contacter personnellement et je vous donnerai, Inch'Allah, les conseils nécessaires et puis les informations nécessaires. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous protège, qu'Allah nous permette tous ensemble d'accomplir le reste de ce jour béni et qu'il nous permette d'atteindre surtout la nuit du destin. Amin. Rabbal Alamin. Faites-moi de dua, Inch'Allah. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.